Alors, les résultats sont très, très encourageants dans ce cas-là. En particulier, les résultats à court terme montrent que la thérapie laser a un effet non seulement sur la boiterie, c'est-à-dire que tous les cas qui avaient des boiteries importantes ont eu des améliorations significatives, mais aussi sur les scores échographiques, donc en particulier sur la section de la lésion et sur l'alignement hum, des fibres, des fibres des tendons. Euh, alors, ça, c'est la chose intéressante, c'est que les cas traités avec les thérapies additionnelles, dans ce cas-là, ont eu des résultats moins positifs en termes de degré de boiterie. Euh, alors, c'est vrai que le laser, dans notre cas, dans le cas de l'article précédent, a démontré d'avoir une importante efficacité sur la stimulation des cellules souches dans le cas de l'article précédent. La raison pour laquelle, selon les auteurs, les cas traités avec les cellules souches ou le PRP ont eu des résultats moins positifs en fait à court terme, à 2 semaines, sur les réductions de boiterie. Leur hypothèse, c'est le fait que chaque fois qu'on fait une thérapie biologique, il y a une réitération du processus inflammatoire et que c'est probablement la raison pour laquelle les boiteries ne s'amélioraient pas aussi rapidement qu'avec le traitement laser seul. De toute façon, les temps moyens de retour en exercice ont été assez brefs parce qu'en 6 semaines, les chevaux étaient revenus en travail et les retours au précédent niveau de performance ont été aussi assez rapides, c'est-à-dire qu'il y a un retour complet à la performance qu'il y avait avant l'accident, enfin la lésion, en 6 mois. Ce qui est intéressant, c'est aussi leur évaluation des résultats sur le long terme, avec des pourcentages de récidive assez bas, je dirais plutôt bas. Il y a des pourcentages très, très, très bons à 6 mois et des pourcentages de récidive qui, en fait, sont inférieurs par rapport à d'autres études avec, selon les auteurs, une réduction des temps de rééducation, c'est-à-dire qu'ils avaient les chevaux qui étaient déjà retournés au travail au trot en 7 semaines et en 15 semaines avaient repris complètement le travail sur le plat. Mais cette étude a un certain nombre de limitations. Tout d'abord, il y a l'absence d'un groupe contrôle. Et en fait, sans un groupe contrôle, il y a moins de possibilités de démontrer la réelle efficacité d'un traitement. En plus, les 150 chevaux qui ont été pris en considération présentent un nombre important de conditions pathologiques différentes parce que les chevaux avaient des tendinites chroniques aiguës, on ne sait pas, du flexeur superficiel ou du flexeur profond, avaient des lésions du ligament suspenseur du boulet ou des branches du ligament suspenseur. Et donc, en fait, ça fait un nombre assez important de possibilités de pathologies différentes qui ont toutes été traitées avec un seul type de protocole laser. Maintenant, c'est vrai que les tissus sont très semblables, sont très proches en termes de profondeur, mais il faudrait essayer de sélectionner en quelque sorte ou plutôt de mettre ensemble des groupes qui soient homogènes en termes de conditions pathologiques qui sont traitées et voir s'il y a une différence. Parce qu'évidemment, autrement, on n'a pas vraiment le cadre complet sur quelle est la réelle efficacité de la thérapie. Le fait d'avoir utilisé en même temps d'autres traitements comme le PRP ou les cellules souches a probablement créé un peu de confusion. Et surtout, les protocoles de rééducation qu'on nous dit
disons, réduits en termes de temps, en fait, ne sont pas standardisés. Donc là aussi, est-ce que c'est le coup de chance? Est-ce que c'est… enfin, on ne peut pas savoir quelle est la partie qui est vraiment reliée à la thérapie laser, quelle est la partie qui est reliée au protocole de rééducation et quelle est la partie en fait qui peut être reliée aux autres traitements qui ont été utilisés. Ils ont mis un peu trop de choses tout ensemble. Et enfin, les données d'excellent pourcentage de récidive qui ont été données sont en fait, peuvent en fait être considérées, elles, pour les follow-up à 6 mois, parce qu'ils prenaient encore en considération 87% des cas. À 12 mois, on a encore 80% des cas, mais en fait, 20% il a disparu. Et quand je dis il a disparu, ça veut dire qu'il n'est même pas inclus dans le pourcentage de récidive. Et alors, à 24 mois, je suppose que le pourcentage de récidive ne peut vraiment pas être considéré significatif du point de vue statistique, parce que seulement 22% des 150 chevaux à l'origine ont été inclus dans le calcul du pourcentage de récidive. Alors, les deux articles qui sont cités en termes de comparaison pour les pourcentages de récidive sont les deux articles que vous voyez ici, où on a dans les deux cas, de toute façon, au-dessus de 40-42% de récidive. Donc, si on revient, excusez-moi, si on revient à notre article ici, qui nous donne 16,8% à 6 mois, 21% à 12 mois et 18,2% à 2 ans, ça fait quand même une sacrée différence avec 42% ici, 42-44% ici et 42% dans le cas de l'article de Crow. Donc, disons, le bilan est sûrement en faveur du laser. Les effets sur la douleur, qui sont extrêmement importants. Alors, ce sont cet article et le suivant, deux articles qui viennent en fait de la médecine humaine, mais qui sont plutôt intéressants. Ce premier article fait en fait un examen d'un certain nombre d'études qui avaient été publiées sur les effets à court terme du laser dans les cas de douleurs aiguës conséquentes à des lésions des tissus mous. Alors, en particulier, ce qui est très intéressant, et je pense que c'est la partie probablement plus intéressante de cet article, c'est que 19 études sur 22 ont démontré que la modulation de la douleur est reliée à une réduction des marqueurs chimiques, c'est-à-dire qu'il y a réellement un effet biologique. Et ce n'est pas seulement un effet, disons, d'activation du pain gate ou de stimulation du système nerveux périphérique, c'est vraiment une action qui a un effet au niveau chimique. Et la deuxième chose très importante, c'est que les effets sont dépendants de la dose. C'est-à-dire que si la dose utilisée n'est pas suffisante, le laser n'aura aucun effet. Donc, il faut bien être sûr d'utiliser des doses qui sont non seulement suffisantes, mais qui ne sont pas ensuite exagérées. Donc, la partie la plus importante est d'établir quelles sont les doses thérapeutiques. Et en fait, en général, les programmes que les lasers ont été développés en sachant quelles sont les doses thérapeutiques pour les différents tissus. 4 études qui sont incluses dans celles qui ont été évaluées ont été faites sur les animaux et ont démontré que des doses optimales de laser ont la même efficacité que des doses d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et donc, il y a exactement la même efficacité dans le traitement de la douleur. Ce qui encore démontre le fait qu'il y a une interaction
non seulement au niveau système nerveux périphérique, mais aussi au niveau biochimique. Cet autre article est aussi fait en médecine humaine, mais à mon avis, il donne des informations assez intéressantes. Et c'est une vraie et propre comparaison entre l'action sur la douleur du laser et en comparaison avec un anti-inflammatoire non stéroïdien encore. Et avec un groupe contrôle, ça c'est la partie plus importante. Alors les pauvres du groupe contrôle, ils ont dû se garder leur douleur pendant 2 semaines, mais ça fait partie de la science. Et la partie intéressante, c'est que de nouveau, on va sur des puissances de pic assez importantes et des fréquences, cette fois, que l'on connaît et qui sont donc dans la gamme de la pulsation. C'est-à-dire que c'est un laser pulsé parce qu'on est en dessous des 30 000 Hz. Et ça, c'est les temps d'application. Donc, vous voyez quand même des temps d'application assez brefs. Alors, les patients ont été évalués sur 3 paramètres, ce qui est aussi suffisant. C'est très important que les études scientifiques aient des paramètres objectivables ou objectifs d'évaluation des résultats, parce qu'autrement, c'est très joli de dire les chevaux, ils retournent sauter leur compétition, mais pendant combien de temps? Il faut des paramètres objectifs. Alors, les résultats, en gros, ont été tous en faveur du laser, évidemment, avec une moyenne des scores douleur qui est plus basse dans le groupe laser à partir du 5e jour. Donc, ce n'est pas immédiat. C'est-à-dire que probablement l'ibuprofène pourrait avoir eu une efficacité majeure dans les premiers jours, mais ensuite, à partir du 5e jour et jusqu'à la fin du traitement, le groupe laser a des scores douleur plus bas. Et la fonction mandibulaire est meilleure dans le groupe laser à 30 jours, donc après un mois, donc 2 semaines après la fin des traitements. Excusez-moi. Et ça, c'est un article très récent, et il est aussi de mars de cette année, qui met en comparaison en fait l'effet et l'efficacité de la thérapie laser et de la thérapie et des manipulations chiropratiques. L'étude est faite en particulier par Kevin Hausler, qui est un des majeurs actuellement chercheurs sur les thérapies manipulatives dans le cheval. Il y a donc l'utilisation du laser, de la chiropratique et de la combinaison des deux. Donc, on a 3 groupes de chevaux où il y a la prise en compte de paramètres objectifs, parce qu'ils ont fait une échelle d'évaluation du score de la douleur. Évidemment, ce n'est pas le cheval qui écrit, mais c'est une évaluation de l'entraîneur ou du cavalier. Des tests, par contre, qui sont à réponse équine directe, c'est-à-dire que sur stimulation, la mobilité vertébrale et les réflexes de mobilité du bassin et de la colonne thoracique. Et enfin, un système d'évaluation de la douleur qui est très objectif, en fait, enfin, qui a été démontré assez objectif, qui est l'algométrie. Ici, le laser qui a été utilisé est de nouveau un laser continu et qui en fait émet avec une puissance assez basse. Et le traitement a été assez bref. On parle de 50 secondes par site de douleur locale, avec une application sur 5 ou 10 sites au maximum et une énergie totale qui a été délivrée au tissu de 94 joules par centimètre carré. Donc, on va quand même sur une densité énergétique assez importante. Dans le cas du groupe qui combine le traitement laser et le traitement chiropratique, le laser a été
utilisée en premier et la manipulation en deuxième sur les segments qui présentaient encore de la douleur. Les résultats sont en faveur du groupe qui a été traité avec le laser, avec une réduction significative de la douleur, de l'hypertonicité musculaire et de la raideur du tronc. Les résultats sont semblables dans le groupe combiné. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que le groupe traité avec la chiropratique n'a pas montré de changement significatif en termes de douleur et raideur, mais la flexion thoracique et pelvienne provoquée était bien meilleure dans ce cas-là. Et évidemment, la conclusion est que la combinaison entre le traitement avec le laser et le traitement manuel s'additionne et que l'approche multimodale est sans doute la meilleure en cas de douleur du dos. Il y avait des limitations assez importantes, en fait, enfin, probablement prises en considération, mais assez importantes dans cette étude, c'est le fait que la division, enfin, ou l'assignation des chevaux au groupe laser, chiro ou combiné n'a pas été casuelle ou randomisée, comme on dit, parce qu'elle a malheureusement un peu été pilotée par les propriétaires qui, dans certains cas, ne voulaient pas que le cheval soit manipulé ou ne voulaient pas que le cheval soit traité avec le laser. Donc, ça peut créer un peu de confusion, mais sans doute, c'est déjà un bon point de départ pour une évaluation de l'association entre différentes techniques thérapeutiques. Alors, est-ce qu'il y a vraiment, tout compte fait, une efficacité thérapeutique du laser sur la base des données scientifiques? Sans doute, il y en a. Comme pour beaucoup d'autres thérapies, non seulement instrumentales, mais aussi manuelles qui sont utilisées en physiothérapie et en rééducation, il manque des publications scientifiques qui soient, disons, valables parce qu'elles sont appuyées sur un contrôle, sur une randomisation. Donc, sans doute, mais c'est un peu le problème pour la plupart de ce qui est thérapie rééducative ou thérapie physique. Ceci dit, la thérapie de laser est très largement utilisée pour un nombre assez important de conditions pathologiques que l'on verra plus tard. Je vais essayer de vous mettre ensemble quelques cas cliniques. Et comme je disais, en parlant de l'article de Pluim sur les 150 chevaux avec tendinopathie et des Smith traités avec un simple protocole laser, en fait, j'ai un peu fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai utilisé un des programmes de Lumix pour le traitement des tendons, dont vous voyez les 4 screenshots. Alors, pour vous faire comprendre comment fonctionne le programme, il y a une puissance pulsée. Okay? Ici, on a la puissance de pic de notre longueur d'onde en pulsée, en fait en super pulsée parce qu'on est au-dessus des 30 000 Hz. Donc, on a une importante puissance de pic. Okay? Évidemment, notre puissance totale est beaucoup plus basse parce que ici, on a une fréquence élevée avec un temps d'irradiation très bref. Donc, c'est clair qu'on ne va pas mettre 300 watts dans notre tendon. Mais on utilise une puissance de pic élevée, ce qui nous garantit de pénétrer en profondeur. C'est vrai que pour les tendons, ce n'est pas particulièrement important, mais si on pense à devoir traiter d'autres pathologies en profondeur, ça, ce sera extrêmement important. On a ensuite une longueur d'onde continue, ici, okay, qui, dans ce cas-là, est vraiment continue. Plus une lumière rouge à 650 nanomètres, que l'on peut décider ou moins de fréquencer. Dans ce cas-là, elle est toujours allumée. Okay. Vous voyez que les différentes phases, donc ça c'est la phase 1,
phase 2, 3 et 4, les différentes phases changent la typologie disons, d'émission laser. Alors, ici, on change la fréquence. Donc, notre laser, il sera toujours superpulsé parce qu'on est à 50 000 Hz. Notre laser continu, dans ce cas-là, sera fréquencé. Okay? Ce petit symbole-là nous dit qu'il est fréquencé. Et en fait, on sait qu'il sera fréquencé à la même fréquence que le superpulsé. Et puis, on a toujours notre lumière rouge qui est allumée. Et blablabla pour toutes les autres. En fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va délivrer sur nos tendons ou ligaments une énergie totale de 84,4 joules par centimètre carré. Donc ça, c'est déjà une énergie importante. L'énergie qui a été libérée dans les tendons sur l'étude de Pluim est extrêmement élevée parce qu'on parle de 250 joules par centimètre carré. Mais ça me laisse un peu perplexe parce que sincèrement, réussir à libérer une telle quantité d'énergie avec un laser continu à 15 watts, je me demande comment est-ce qu'ils n'ont pas eu de problème secondaire. Donc ça, c'est juste une question que je me pose.